Ça fait vraiment énormément plaisir de vous rencontrer et d'avoir toute cette audience autour de cet appel pour cette conférence. Je suis ravi et honoré d'être parmi vous et d'avoir cette occasion de présenter et de partager autour des concepts de flux de valeur et de capacité, des concepts clés en architecture d'affaires. Ces concepts qui sont à la fois abstraits mais deviennent palpables quant à leur mise en œuvre au sein des entreprises et organismes. Nous allons, durant cette conférence, parler de l'architecture d'affaires et montrer pourquoi est-elle considérée comme une face cachée au sein de la pratique de l'architecture d'entreprise, qui englobe tous les autres types d'architecture ou tous les autres quatre domaines d'architecture. Nous allons parcourir la portée et les domaines de l'architecture d'affaires et ces domaines en faisant le focus sur deux paradigmes ou concepts importants qui sont flux de valeur et capacité. Nous allons également passer en revue les outils et les moyens de travail sur les flux de valeur et les capacités une après l'autre. Et enfin, nous allons atterrir sur les parties utiles résultantes de l'usage de ces concepts et nous allons mettre en évidence comment les cartographies en flux et en capacité peuvent aider dans la pratique de l'architecture d'affaires. Donc là, on avance. Donc là, le périmètre de la présentation d'aujourd'hui va porter précisément sur les flux de valeur et sur les capacités et sur leur utilité pour les entreprises. Ces deux domaines, flux de valeur et capacité, autant que tels, font partie des 10 domaines de l'architecture d'affaires qu'on va pouvoir parcourir tout à l'heure, qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Et l'architecture d'affaires qui les englobe est elle-même un domaine parmi quatre autres domaines de l'architecture d'entreprise. D'où la nécessité d'en dire un mot au préalable avant d'aller dans le cœur du sujet, et de les frôler pour situer les deux domaines qui sont les flux de valeur et les capacités dans leur contexte. Le schéma montre quatre domaines de l'architecture d'entreprise. On voit bien les trois, l'applicatif, données, qui sont des fois regroupées sous forme de systèmes d'information, et on voit la couche technologique qui est souvent modélisée en bas comme pour le détail technique. Mais la question qui se pose, pourquoi on a l'architecture d'affaires comme la phase cachée du schéma qui est très parlant. En fin de compte, pour répondre en bref et précis sur cette question-là, l'architecture d'entreprise dans sa globalité est souvent perçue par ou à travers les systèmes, à travers les applications, à travers les infrastructures ou la couche technologique, à travers des schémas techniques. Et tout ce que je viens de citer, ce sont des éléments concrets, visibles et très tangibles. Par rapport à l'architecture d'affaires, elle travaille sur les capacités, en l'occurrence le sujet de notre conférence, les flux de valeur, un autre élément également qui est sujet de cette conférence, la stratégie, des modèles opérationnels qui sont des éléments conceptuels, structurants, mais moins spectaculaires, moins palpables. Donc, d'où les aspects de l'architecture d'affaires sont moins visibles et la face de l'architecture d'affaires elle est moins visible. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire à partir du slide suivant, c'est d'ouvrir de dévoiler cette cache des faces pardon, cachées et d'ouvrir le box ou le domaine de l'architecture d'affaires. Là, ce qu'on voit du côté droit, encore une fois, une autre modélisation, mais c'est la même qu'on vient de voir tout à l'heure, les quatre pardon, domaines aux couches d'architecture d'entreprise. Et en premier lieu, on voit le split ou l'ouverture du box ou du domaine de l'architecture d'affaires dans lequel on trouve les domaines de l'architecture d'affaires qui sont là, ils sont au nombre de 10. J'ai fait exprès de citer que 7 pour ne pas sortir du périmètre du contexte de la conférence. On retrouve bien évidemment les capacités, les flux de valeur, les stratégies, l'information, les parties prenantes, les produits et les initiatives. Donc là, juste par rapport à l'objectif de l'architecture de l'entreprise,
les intrants de la pratique de l'architecture d'entreprise. On a des besoins de transformation, ou ce qu'on appelle distributif, là, quelque chose qui va perturber un ordre ou une manière de faire. On a également le besoin d'optimiser les systèmes d'information comme Intran, et à travers le passage par rapport à chaque couche et chaque domaine de l'architecture d'entreprise, on arrive à assurer et à faire réussir la mission de l'architecture d'entreprise qui est d'aligner la stratégie et l'exécution ou l'alignement stratégique. Des fois, on parle d'alignement TI et affaires ou business, de rendre les systèmes cohérents, évolutifs et utiles et soutenir la transformation de l'organisation. Le mot transformation est dans son ordre général, tout changement dont a besoin l'entreprise qui pourrait impacter toutes les couches d'architecture ou bien une des couches d'architecture. Et là, avec ces 10 domaines de l'architecture d'affaires, on arrive à participer à atteindre cet objectif de l'architecture d'entreprise. Ça, c'est une première vue en termes de couches pour faire le rapprochement entre l'architecture d'entreprise et d'affaires à travers les domaines de l'architecture d'affaires et à travers l'architecture d'affaires qui est elle-même un des 4 domaines de l'architecture d'entreprise. On va pouvoir aller au-delà dans la mise en contexte avant d'atterrir en détail sur les capacités et les flux de valeur. J'ai collecté deux définitions de l'architecture d'affaires. Celle qui est à droite, il est issu du Bizbook, et celle qui est à gauche, c'est résultat de recherche de la littérature par rapport à la définition de l'architecture d'affaires. Je vais commencer par celle qui est à droite de Bizbook. Donc, si je veux retenir de toutes ces lignes-là une chose, je dirais que l'architecture d'affaires est une représentation holistique, en d'autres termes globale et multidimensionnelle. Ça, c'est une définition de Bizbook. Et dans cette définition, si je continue la lecture, on voit qu'il y a les 10 domaines de l'architecture d'affaires qui sont mis en jeu. Donc, une représentation holistique et multidimensionnelle de quoi? Des capacités, des flux de valeur, même si on parle de livraison de valeur, mais c'est le domaine de flux de valeur qui est visé là dans cette définition, de l'information, de la structure et des relations entre ces vues d'affaires et on voit un autre type de domaine et on va voir pourquoi cette définition de Bizbook est divisée en deux. Il y a une raison derrière, on va voir tout à l'heure dans le schéma, le slide d'après, et des relations entre ces vues d'affaires et la stratégie, les produits ou produits et services, les politiques, les initiatives et les parties prenantes. Donc là, si on retient, on veut retenir une définition de Bizbook, parce qu'il y a Bizbook qui n'a pas donné que cette définition, mais c'est celle que j'aime le plus, parce qu'il est très parlante par rapport au schéma qu'on va voir tout à l'heure. On va y arriver. Là, par rapport à la définition dans la littérature, une définition succincte par rapport à l'architecture d'affaires, c'est qu'elle a pour mission première de concevoir et d'optimiser les opérations d'affaires. Ce terme inclut la stratégie, les flux de valeur, les capacités, l'information et les parties prenantes. L'architecture d'affaires fournit un aperçu détaillé de la façon dont fonctionne et opère l'organisation. Et c'est ça la partie la plus intéressante dans ce que j'ai trouvé dans la littérature, c'est que l'architecture d'affaires fournit un aperçu détaillé de la façon dont fonctionne et opère l'organisation, bien sûr du point de vue affaires, dans le but de permettre la meilleure efficacité dans la prise des décisions et l'allocation des ressources. Et sur ce dernier volet, on fait référence ou allusion à que l'architecture d'affaires peut servir d'outil d'aide à la décision. Ça également, on va pouvoir arriver à ce point-là et le mettre en évidence dans les slides qui vont venir, surtout au milieu et à la fin. J'avance sur la portée de l'architecture d'affaires. Là, on trouve les 10 domaines dont on a parlé tout à l'heure et on voit bien qu'on a une certaine classification, une certaine classification de ces domaines de l'architecture d'affaires. Ceux qui sont au milieu, c'est domaines d'affaires de base, et ceux qui sont en périphérie, c'est des domaines extended domaines ou domaines d'affaires étendus. La différence entre les deux, c'est que ceux qui sont au milieu,
sont, par définition, plus stables, sont essentiels dans la pratique de l'architecture d'affaires. Les autres également, ils sont essentiels, mais la capacité, flux de valeur, information et organisation sont les éléments qui sont considérés comme dans le cœur de l'architecture d'affaires et qui sont plus stables, sujets de modifications peu fréquentes par rapport aux autres. C'est pas chaque jour qu'on change de l'organisation et on va voir sur l'organisation, on va en dire un mot. C'est pas chaque jour qu'on change notre métier, les flux de valeur. Par contre, on peut changer des stratégies. Il y a des transformations, des schémas directeurs de 3 ans, 5 ans. Et dans les TI, généralement 3 ans, on change de stratégie, on change de partie prenante. Si on ramène de nouveaux clients, on change de clients, on change des politiques selon les lois et règlements du pays où on est. C'est des choses qui changent souvent par rapport à l'information, flux de valeur, capacité à l'organisation. J'ai parlé de l'organisation, vous allez me dire, mais l'organisation, on voit dans des OP et autres, des changements d'organisation. En fait, c'est des changements de responsables au sein d'une organisation, mais le cœur de métier est toujours là. Si je suis un organisme, par exemple, ou un ministère de l'éducation, je continue à faire de l'éducation. Si je suis un ministère de cybersécurité numérique, je vais continuer à faire. Mais si un gouvernement change, par exemple, on change de l'organisation dans le terme organigramme et non pas organisation. Je voulais juste faire cette nuance par rapport à l'organisation. Donc, là, je vais avancer sur le suivant. Ok, j'ai cliqué, mais là, je pense que ça marche là. Donc là, juste avant d'aller en détail dans le cœur du sujet, qui sont les capacités et les flux de valeur, on va essayer de prendre des définitions qui sont issues du BizBook également pour aller plus loin dans ces notions et ces concepts et paradigmes. Donc là, une capacité, c'est avant tout une aptitude. Une aptitude particulière qu'un ministère ou organisme ou une entreprise peut posséder ou échanger pour atteindre un objectif ou un résultat spécifique. La, la réponse, la réponse à la question de que ramènent les capacités, c'est le pourquoi. Et les flux de valeur, ça décrit ce que l'organisation fait pour livrer de la valeur du point de vue du bénéficiaire ou du point de vue d'un client qui pourrait être interne ou externe. Euh, la relation entre les deux, d'une manière brève, parce qu'on va y arriver tout à l'heure quand on va voir ce qu'on appelle le cross-mapping et comment les deux peuvent contribuer à bâtir des outils d'aide à la décision pour l'entreprise. Le flux de valeur est la séquence d'étapes de value stream stage ou étapes de flux de valeur qui livre chacune des éléments de valeur. L'élément de valeur est assuré par les capacités. Les moteurs des capacités sont les processus et l'ensemble des éléments de valeur cumulés assure la proportion de valeur. En bref, ce qu'on veut dire là, c'est que la définition de flux de valeur, c'est qu'il y a un ensemble, un enchaînement dans lequel on trouve des étapes et au bout de chaque étape, on peut faire bénéficier une partie prenante de quelque chose de valeur pour lui, sur lequel il nous attend. Et chaque étape s'accumule avec une autre, avec une autre, avec une autre, et ça nous donne un flux de valeur qui donne une valeur attendue, ce qu'on appelle en anglais value proposition ou proposition de valeur, qui est attendue par un client. Et là, une fois qu'on a parlé de ce flux de valeur, comme on a dit, c'est un design ou une conception d'un ensemble d'étapes, mais on a besoin de quelque chose d'autre pour que ce soit efficace, pour que ça soit palpable dans la réalité. On a besoin de capacités, on a besoin des aptitudes et on a besoin de certaines habilités pour qu'on puisse livrer ces éléments de valeur. C'est ce qu'on appelle les capacités. Et si on ouvre
le box ou le domaine des capacités, c'est là où on trouve les processus. Les processus, c'est les moteurs des capacités. Tout à l'heure, je vais revenir en arrière sur les domaines de l'architecture d'affaires. Généralement, quand on parle de l'architecture d'affaires, on a tendance, c'est ce que j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, qu'on parle souvent des processus d'affaires. Mais dans les domaines de l'architecture d'affaires tels qu'ils sont définis par Bisbock, on ne parle pas directement des processus d'affaires. Dans l'idée domaine-là, on ne parle pas de processus d'affaires. Les processus d'affaires, ils sont cachés derrière les capacités. Comme je viens de dire, les processus d'affaires, ils sont le moteur de la capacité, mais ils ne sont pas considérés comme un domaine proprement dit dans les 10 grands domaines de l'architecture d'affaires. Ce que je suis en train de dire, que les processus d'affaires, ils sont toujours dans le domaine d'affaires, mais ils ne sont pas mappés comme à haut niveau dans ce schéma-là qui résume les 10 domaines d'architecture d'affaires. Donc là, je pense qu'on a vu ça. Là, on va entamer le premier volet qui est les flux de valeur. Donc là, on trouve ce qui est nommé dans Facebook la base de connaissances de l'architecture d'affaires ou architecture métier. On retrouve les 10 domaines dont on vient de parler. Je vais m'arrêter sur le mot base de connaissances. Là, comment je le lis, c'est comme tout élément, tout objet qui est dans le domaine de l'affaire, qui, dans lequel l'entreprise a besoin. Par exemple, je vais parler de processus d'affaires, par exemple, l'exemple qu'on vient de parler là, je vais pouvoir le mapper ou le cartographier ou le caser dans cette zone-là de capacité. Quand je vais parler d'organigramme, c'est quelque chose pur à faire, ou un objet à faire, ou une présentation qui est du domaine de l'affaire, je peux la mapper ou la caser dans cette boîte-là ou dans ce domaine-là. Donc, la base de connaissances de l'architecture d'affaires, il est appelé ainsi, et là, selon ma compréhension, c'est pas Facebook qui le dit d'une manière explicite, c'est que tout objet pour lequel on n'arrive pas à le caser ou à le mapper dans un des domaines de l'affaire qui sont là, c'est qu'on n'est pas dans notre domaine d'affaires. Et si quelqu'un a un contre-exemple, je serais très partant à l'entendre parce que là, c'est ce qui définit les 10 domaines, c'est ce qui définit les domaines de l'architecture d'affaires et on l'appelle base de connaissances parce que toute la connaissance ou tous les objets qui sont de l'ordre de l'architecture métier, ils sont mappés à un de ces domaines-là. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette partie-là parce qu'on doit entrer dans le corps du sujet qui est le flux de valeur. Et là, on voit la présentation des flux de valeur qu'on va voir en détail. Et là également, on parle de socle commun, juste un mot sur le socle, ou en d'autres termes, le fondement de l'organisation, le contexte de l'organisation. Et là, on parle de socle parce que il est stable dans le temps, il ne change pas à chaque projet, il sert de référence pour la stratégie, pour les priorités et la transformation. Donc là, on va aller avancer pour parler du flux de valeur. Il y a 2 mots dans le domaine ou dans le concept de flux de valeur. Il y a la valeur et il y a le flux. Qu'est-ce que la valeur? La valeur, telle que définie dans Facebook, c'est un bénéfice que retire une partie prenante en interagissant avec une organisation. Et les définitions du concept de valeur, j'en ai vu quelques-uns, je ne dirais pas une centaine, mais j'en ai vu. Mais celle qui a attiré plus mon attention, qui est issue d'un autre domaine, autre que l'architecture d'affaires, qui est définie par le fondateur de Kanban, il définit la valeur, ou plus précisément la valeur ajoutée, comme ce que le client doit être disposé à payer pour. Il l'a défini avec 3 caractéristiques. Cette activité ou une activité a de la valeur ajoutée s'il modifie le produit. Il ajoute une autre caractéristique, c'est que l'activité doit être réalisée correctement du premier coup. Donc la définition que nous ramène le fondateur de Kanban pour définir, pour caractériser
une valeur ou une valeur ajoutée, c'est que le client il est prêt pour payer pour cela, et l'activité doit modifier le produit, et l'activité doit être réalisée correctement de premier coup. On n'est pas dans cette définition, mais j'ai bien aimé la partager parce qu'il est tellement précise, mais il ne sort pas du cadre de la définition que donne Bisbock, qui est euh, un bénéfice. Un bénéfice qui est attendu par une partie prenante interne, externe. Donc là, on a parlé de valeur, là, on va parler de flux de valeur. Et le flux de valeur, il est présenté par un diagramme linéaire illustrant comment une organisation fournit de la valeur aux parties prenantes à travers une série d'étapes, comme on l'a dit tout à l'heure. Un flux de valeur est une représentation visuelle et séquentielle des activités qu'une organisation réalise pour délivrer une proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est quelque chose qui est attendu par une partie prenante, ou qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe. Donc le flux comme on voit là, il englobe toutes les étapes à valeur ajoutée. Là, on tombe sur la notion de valeur ajoutée, de la demande initiale jusqu'à la livraison du produit ou du service final, en passant par toutes les interactions, ressources, transformations nécessaires pour créer cette valeur. Et là, je suis en train de citer ce que nous dit Bisbock par rapport au flux de valeur. Donc là, on se demande est-ce qu'un flux de valeur est comme un processus? Bon, évidemment, vous connaissez la réponse, c'est pas la même chose, mais c'est quoi la différence? Le flux de valeur est axé sur la façon dont on produit la valeur, comme on a dit tout à l'heure, alors qu'un processus décrit une suite d'activités. Si on, euh, si on fait... Là, pourquoi j'ai opté à partager ce, ce diapositif-là? Parce que dans la pratique de tous les jours, et quand on commence à faire la pratique de l'architecture d'affaires, on commence par cartographier les flux de valeur, cartographier les capacités, faire le mapping entre tout ça, l'organisation, les unités d'affaires. Et quand on travaille sur ce volet de flux de valeur, euh, au cours de la, du travail, des ateliers avec les parties prenantes internes de l'organisme avec lequel on travaille, on sent toujours qu'il y a un chevauchement où les gens ils mettent soit par abus de langage une certaine confusion entre le flux de valeur et les processus. Et là, juste pour, en bref, pour montrer les points de divergence ou la différence, c'est que les processus, ils sont focalisés sur les tâches, sur les fonctions et surtout sur les activités. Le focus de processus, c'est optimiser, standardiser les activités. Par contre, le focus des flux de valeur, c'est maximiser la valeur. On pourrait trouver dans un enchaînement de processus une activité qui n'a pas de valeur ajoutée. Par exemple, dans un processus, j'ai besoin de vérifier une signature à deux reprises. J'ai besoin de marquer qu'un délai doit être respecté avant que je passe à l'activité d'après. Ça, c'est des activités ou des enchaînements qui sont au sein de processus, mais qui ne sont pas visibles et qui n'ont pas une valeur ajoutée directe pour le client. Un temps d'attente inutile, attendre l'approbation manuelle ou le transfert d'informations entre deux systèmes, n'a pas de valeur directe ou valeur ajoutée pour le client. Il est nécessaire pour le processus, mais il n'est pas à valeur ajoutée pour le client. Et dans la modélisation des processus, on fait attention à ces détails-là. Par contre, dans la modélisation des flux de valeur, on essaie de répartir le flux avec des étapes dans lesquelles chaque étape nous donne quelque chose, nous donne un élément de valeur, value item en anglais. Et c'est au bout de chaque étape qu'on a un élément de valeur et avec une formule mathématique, le sigma des éléments de valeur issus de chaque étape, c'est ça ce qu'on appelle value proposition ou la proposition de valeur en fin de compte et c'est quelque chose qui est attendu par une partie prenante.
Donc là, on revient sur la cartographie des flux de valeur. Donc là, on a un exemple. euh, non, je vais juste afficher la totalité de. Ok, je pense que c'est bon. Donc, on a une partie prenante qui déclenche, qui demande. Là, c'est un exemple issu de BizBook. Faire un voyage, c'est ça le nom du flux de valeur. Ce flux de valeur, faire un voyage, il est réparti en cinq value stream stage, cinq étapes de flux de valeur. Ouais, c'est ça, value stream stage. Donc, cinq étapes de flux de valeur. Et chaque étape devra nous donner un élément de flux de valeur. Au bout de l'étape planifier un voyage, je sors avec un élément, liste de vols disponibles. Au bout de l'étape, acheter un billet, j'ai un billet confirmé, etc. Et l'ensemble de ces éléments-là, c'est ce qui me permet, autant que partie prenante sollicitant faire un voyage, d'arriver à destination et faire mon voyage qui est modélisé dans ce flux de valeur. On serait, là, c'est la somme de tout ça qui nous donne, ça c'est qui nous donne cette proposition de valeur qui est requise ou attendue par cette partie prenante. Là, on est toujours sur le même exemple. Et là, il y a une spécificité dans la modélisation des flux de valeur, c'est que on a des critères d'entrée, des critères de sortie et l'objet d'affaires qui est sollicité par chaque étape. Cette notion de critères de sortie, on n'a pas au niveau des processus, mais on l'a dans les flux de valeur. Par exemple, là, pour que je considère que cette étape de mon flux faire voyage est acquise, ou acquise ou réussie, je dois avoir une confirmation de l'achat du billet. Une fois que j'ai cette confirmation, je peux passer à l'étape suivante, etc. Donc, cette notion de critères d'entrée et surtout de sortie nous garantit que on sort avec des éléments qui vont nous aider à atteindre la valeur de proposition ou value proposition finale à laquelle on s'attend vers la fin du flux de valeur. Et là, bon, également, il y a la notion d'objet d'affaires qui est que les flux de valeur mettent en valeur, ou mettre en valeur, je ne peux pas trouver un autre mot, mais sur lequel met le focus pour montrer quels sont les objets d'affaires qui sont manipulés ou sollicités par rapport à chaque étape. Donc là, on pourra avoir des parties prenantes diverses, un déclencheur qui peut être différent de la partie prenante des bénéficiaires. On pourra avoir des parties prenantes par rapport à chaque étape, mais l'essentiel, c'est de pouvoir acheminer avec des critères d'entrée et de sortie et donner des éléments de valeur par rapport à chaque étape et aboutir à la fin de ce flux-là. Il y a un autre point ou une différence ou un amalgame qui est également sur lequel on va parler assez rapidement, c'est que cette notion de flux de valeur, on la trouve bien sûr, comme on vient de voir, dans le domaine de l'architecture d'affaires, mais également, il y a ce qu'on appelle chaîne de valeur de porteurs et leur domaine, leur portée n'est pas le même. La chaîne de valeur de porteurs est un modèle stratégique qui fait une décomposition des activités ou de l'activité de l'entreprise en des activités principales et des activités de soutien. Et il met la lumière ou le focus sur comment chaque activité va créer un avantage concurrentiel. Donc, la portée de la chaîne de porteurs, c'est une portée organisationnelle. Il se concentre sur les activités, les coûts au sein de l'entreprise et comment on peut être plus concurrentiel, comment on peut assurer des optimisations globales du point de vue concurrentiel. Par contre, les flux de valeur ou value stream, ils représentent les étapes qu'on vient de voir nécessaires pour fournir un produit ou un service à un client interne ou externe en se focusant sur l'activité ou sur la valeur plutôt que peut ramener le flux à,
à notre client interne ou externe, donc la portée de livraison de valeur. C'est ça, ça c'est une portée organisationnelle et l'autre, c'est une portée de livraison de valeur au client. Donc là, ça résume ce que je viens de dire, mais je vais juste mettre le focus sur l'objectif. Donc la chaîne de valeur, analyser les ressources d'avantages concurrentiels au sein de l'entreprise et les flux de valeur dans le domaine de l'architecture d'affaires, parce qu'il y a la notion de flux de valeur également, il est dans le Lean. On va voir la différence dans le slide qui va venir. Modéliser et optimiser l'écosystème complet de création entre les parties prenantes. On vient de dire là. Donc là, on a dit que la notion de flux de valeur, on la retrouve également dans la pratique du Lean. Et donc, la pratique du Lean, sachant que la notion de flux de valeur, elle est d'origine du Lean, mais il entre dans une granularité niveau processus, dont l'objectif est éliminer le gaspillage et améliorer l'efficacité. C'est un focus micro par rapport au flux de valeur dans lequel on voit comment la valeur est créée et dont le focus est plutôt macro. Donc, je tenais à faire le lien entre les deux. Des fois, on fait des recherches et on parle de flux de valeur alors qu'on est dans le lean, si on ne s'aperçoit pas, tandis que notre objectif, c'est de parler, en tant que conseiller en architecture d'affaires, de parler de cette notion du point de vue architecture d'affaires. C'est juste un disclaimer et une comparaison euh, qui mérite d'être citée. Donc là, on a parlé des flux de valeur. Là, on va parler des capacités. Donc, base de connaissances, là, on trouve la capacité comme un domaine, des domaines de l'architecture d'affaires qui est stable. Et là, c'est des cartographies ou des cartes ou capacity mapping en anglais qu'on retrouve dans dans un, dans un contexte commun pour l'architecture, pour la pratique de l'architecture d'affaires. Voilà. Donc là, comment on définit une capacité ou comment le définit Bisbock, une capacité d'affaires et une habilité particulière ou une capacité qu'une organisation peut posséder ou échanger pour accomplir une mission, obtenir un résultat. Euh, la définition en anglais, déjà la traduction de capacité. Allô? Allô, allô? J'ai quand même entendu un écho, peut-être que c'est bon, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon, Mohamed, c'est bon. Ok, c'est vraiment comme s'il Oui, y a c'est eu de l'écho. Donc là, la notion de capacité en français ou capabilité en anglais est définie comme a particular ability or capacity. Donc on définit capability par l'habilité, ability et capacité. Par contre, la traduction en français, capacité et une aptitude ou capacité. Dans la définition, on retrouve le mot capacité qui revient. C'est, je trouve que on manque sur la partie, la traduction, à mon avis, ça c'est mon avis, on devrait peut-être faire mieux de ne pas utiliser le mot capacité quand tu définis un mot ou un concept, d'utiliser un concept différent. Mais cela ne change pas par rapport à la sémantique de la notion de capacité en anglais, de capacité. C'est cette habilité ou cette capacité, je reviens, je n'ai pas une meilleure traduction, pour pouvoir faire quelque chose. J'ai cette habilité et ce pouvoir, le pouvoir c'est un autre domaine, de pouvoir faire quelque chose pour l'organisation. Donc, ce, là, par rapport à la définition, là, je pense que on peut retenir habilité et aptitude. Ça, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. C'est aptitude particulière à atteindre un objectif ou à faire marcher quelque chose ou à sortir quelque chose. Donc, on va garder cette aptitude particulière à faire quelque chose ou à produire quelque chose. Donc là, ce volet de l'architecture d'affaires, qui est la cartographie des capacités d'affaires, on va pouvoir répondre pourquoi on l'utilise et les amalgames également par rapport au processus.
Là, j'avance. Donc là, on va commencer par cette cartographie. Cette cartographie, elle est issue d'une cartographie de capacité d'un organisme public. Cette cartographie ou carto est accessible. Vous pouvez chercher, la trouver sur le web. On ne partage pas des informations confidentielles. Donc là, une ancienne cartographie de capacité d'un organisme, comme je viens de dire. D'ailleurs, c'est juste un extrait qui va nous servir pour la présentation. Donc, si on peut faire le focus sur l'interaction, et là, je parle de cette partie-là, si on veut faire le focus sur l'interaction avec un client en tant que capacité, dans la capacité interaction avec client a besoin, la capacité, ce qu'on a dit dans la définition de tout à l'heure, c'est une habilité, une aptitude, et c'est une capacité à faire quelque chose. Donc là on va faire le focus sur interaction avec un client. Donc là, on va essayer de, pour assurer là, cette capacité d'interagir avec les clients, on aura besoin d'un profil de communication là qu'on va chercher dans cet organigramme là. Là, on va essayer de bâtir ensemble, à partir de l'organisation, notre capacité. Je vais cliquer ici. Besoin, donc là, on aura besoin de quelqu'un pour le service de communication. Et on a besoin également de quelqu'un pour le soutien applicatif. On aura besoin également de quelqu'un du support technologique. Donc là, cette capacité, quelle que soit la capacité, ne peut pas être menée ou assurée s'il n'y a pas des êtres humains derrière, qu'on retrouve au niveau de l'organisation, s'il n'y a pas des femmes et hommes derrière pour l'assurer. Mais comme vous remarquez là, on s'est détaché de l'organisation d'une manière explicite. On n'est pas dans l'explicite quand on a cherché ceux qui vont assurer cette capacité. La capacité interaction avec le client, certes, il a besoin de profils, on les a, et on peut dire qu'on l'a, que là, on connaît notre capacité en termes d'interaction avec le client, on va pouvoir chercher ceux qui vont assurer cette aptitude. Il va être attaché quelque part à l'organisation, comme on a identifié là. Vous allez me dire, mais pourquoi on fait des schémas? Pourquoi on ne se contente pas de l'organisation? Ben, idéalement, c'est bien d'avoir une organisation mappée à 100% et one-to-one par rapport à la capacité, mais en réalité, on ne peut jamais y arriver en mode pérenne. On ne peut jamais avoir une cartographie des capacités qui est mappée one-to-one à une cartographie de capacité et qui reste pérenne. Je donnerai un simple exemple. Par exemple, le départ d'un directeur, ou là, en l'occurrence, du directeur du centre de service, là, dont on parle dans cet exemple, on va voir le service de soutien technologique, le service de soutien applicatif, qui va être peut-être rattaché à une nouvelle direction ou à la direction de communication et des centres de service. Donc, on va voir des changements qui sont imposés par des événements. Et là, on a pris l'exemple du départ d'un directeur, du directeur de la, de la direction du centre de service. Donc là, l'organisation des skills et des aptitudes, des connaissances, des compétences est régie par une manière d'organiser nos ressources, mais également par un aspect administratif, par des lignes d'affaires. Mais les lignes d'affaires, malheureusement, ne sont jamais mappées à 100% à une carte, même si on bâtit une entreprise from scratch ou de zéro, on va pouvoir on ne peut pas assurer ce mapping de manière pérenne. Et donc là, on a besoin d'une autre présentation, autre que l'organisation, pour, pour faire un certain ordre et focuser sur la capacité et nos aptitudes au sein de l'entreprise. On pense à faire par rapport à notre affaire, par rapport à notre business. On veut, par exemple, faire vendre un produit. Donc, on a besoin d'une capacité pour interagir avec les clients. On a besoin d'une capacité pour gérer. On a besoin
et on fait des échanges de documents. On a besoin d'une capacité pour gestion de documentation. Donc, on pense hors organisation, hors organigramme. Donc, c'est ça, en fait, la différence entre l'organisation d'un organigramme et une organisation par capacité. Le mot d'ordre à retenir par rapport aux capacités, c'est l'aptitude à faire quelque chose et on a besoin d'un certain ordre pour qu'on puisse identifier nos aptitudes à faire plusieurs choses au sein d'une entreprise. Donc, je finirai par rapport à ce slide par dire que plutôt d'imposer une carte des capacités strictement mappées à l'organigramme, on doit relier les capacités, comme on a fait là, tantôt. On dit on a besoin d'une capacité d'interaction avec les clients. Bon, on aura besoin d'aptitude de quoi? L'aptitude de support, d'aspect technologique, l'aptitude de faire l'analyse ou le support applicatif. Et donc, on bâtit une capacité qui n'est pas explicitement rattachée à l'organisation, qui est indépendamment de l'organisation. Là, on avance. Plutôt que d'imposer une carte des capacités strictement liées à l'organigramme, on relie les capacités aux rôles clés, aux processus et aux données qui les sous-tendent. Là, c'est des exemples de cartographie de capacités issues de Gartner. Là, par exemple, on voit le modèle de capacité de Cisco. Ils ont trois lignes ou trois catégories de capacité. Je vais revenir en arrière pour faire le focus sur une chose. Là, BizBook, il te donne une séparation ou ce qu'on appelle stratification ou classification, gouvernance, soutien et la mission. Généralement, on parle de gouvernance, mission et capacité de soutien. Et beaucoup de personnes ou de conseillers en architecture d'affaires, quand ils souhaitent faire des cartographies, ils s'inspirent fortement ou aspirent le modèle de BizBook. Mais là, quand on voit Cisco, ils viennent avec une autre stratification, une autre classification. C'est euh, capacité d'affaires service ou service capacité d'affaires, service end user ou utilisateur final, c'est ça? Et capacité des services Internet ou TI. Donc là, le modèle, il est simple, mais là, vous connaissez, personne ne démontrait l'envergure ou la force ou la présence de Cisco comme entreprise là, mondiale. Leur modèle de capacité, il est conçu autrement. Il a ces trois volets-là sur lesquels ils- on peut identifier leurs capacités par rapport à la partie service. Donc là, on trouve tout ce qui est gestion des prix, par rapport à utilisateur final, c'est tout ce qui est communication, collaboration. Bon, l'objectif, c'est n'est pas d'aller dans les détails du modèle de Cisco, mais juste de donner que on n'est pas obligé de rester mappé à ce modèle gouvernance, soutien et mission. On peut proposer d'autres modèles. Et là, j'ai également préparé un autre modèle, voilà, extrait de Gartner, le modèle de City of Toronto, la ville de Toronto, dans lequel ils mettent dans le... Bon, ils n'ont pas fait vraiment une stratification, ils ont mis des types de cartographie dans leur cartographie, donc la partie de gestion des clients, la partie de gestion de service ou délivré, ou de livraison de services, etc. Ouais, le message clé, pourquoi j'ai partagé ça, parce que en pratique, on a tendance à rester mappé gouvernance, mission et soutien. C'est un modèle qui est très pratique pour les OP, les organismes publics, mais pour le privé, on peut penser autrement, comme on voit dans l'exemple de Cisco et de la ville de Toronto. Donc là, toujours avec les capacités, pourquoi on a besoin de capacités? Parce que ça va nous permettre d'avoir un vocabulaire commun. Les capacités décrivent ce que l'organisation peut faire, le quoi, comme on a dit tout à l'heure, ce qui donne une base de discussion sans entrer dans les détails techniques des processus ou des technologies.
En modélisant les capacités, on identifie les activités fondamentales, transverses, qui servent à l'entreprise. Là, je parle de la stratification ou de la classification de tantôt, là, indépendamment des silos organisationnels ou des départements. Et cela aide à repérer les compétences partagées, les ressources mutualisables et à optimiser la coordination. Donc, j'avance. Donc là, principe, pour les principes, je vais les citer assez rapidement. Bon, pour modéliser les capacités et pour qu'on puisse ne pas tomber dans l'activité, dans le processus de l'amalgame, les capacités sont définies une fois dans le modèle des capacités. Ils sont stables, ils sont basés sur des objets d'affaires. Une capacité devra modifier ou agir sur un objet d'affaires et non pas sur un objet qui n'est pas dans l'ordre de l'affaire. Les capacités sont définies avec un vocabulaire à faire. Les capacités, là, il y a une nuance, c'est qu'on peut automatiser. Une capacité automatisée demeure une capacité d'affaires et non pas une capacité TI. Donc ça, c'est ces principes de modélisation des capacités. Ça aide beaucoup pour les conseillers en architecture d'affaires pour qu'ils puissent modéliser et poser les cartographies des capacités d'affaires. Là, c'est un schéma global qui met le lien entre les différents concepts d'affaires. Je vais commencer du bas. Tout à l'heure, on a dit que les processus sont au cœur des capacités. C'est ce qu'on trouve là. Là, on trouve la classification classique de Wiesbock. On a dit que les flux de valeur, chaque étape se base sur des capacités pour qu'on puisse avoir une valeur ajoutée. Tout commence par des objectifs stratégiques, gouvernementaux, corporate pour les privés, par des objectifs stratégiques organisationnels. On bâtit un modèle d'affaires et on fait sortir nos flux de valeur. Et ces flux de valeur se basent par des capacités qu'on a. Et chaque capacité, quand on l'ouvre, on trouve des processus qui sont le moteur des capacités. Là, ce schéma, il fait également ici de Facebook, fait le lien ou le, le lien ou le cross-mapping, le lien entre les deux concepts. Donc là, chaque étape de flux a besoin de faire appel à une capacité et le flux, un flux de valeur et une collection d'activités. Ce qu'on voit là, l'exemple de acquérir un crédit. Un flux de valeur commence par un intervenant déclenchant. La première étape, ça on l'avait vu tout à l'heure. Euh, les, les flux et les étapes de flux sont exprimées dans un format recevoir la demande, par exemple. Ah, ça, c'est des règles de modélisation. Les capacités permettent les étapes de flux de valeur. C'est parce qu'il y a des capacités ici qui permettent que je puisse recevoir la demande pour acquérir un crédit, ou un prêt, si je traduis bien loan. Les capacités, comme j'ai dit, permettent les étapes de flux. Par conséquent, les capacités peuvent être cartographiées à chaque étape d'un flux de valeur, comme illustré dans la figure. Le flux de valeur, dans cet exemple, s'appelle acquérir un prêt et contient 5 étapes. La figure montre comment les étapes des flux de valeur sont rendues possibles par les capacités niveau 1 à 4 qui couvrent la gestion des accords, la gestion des clients, la gestion financière, la gestion des soumissions. Pour l'autre exemple de tout à l'heure, quand on a parlé du voyage, le flux de valeur disait, voici le voyage client étape par étape, et la capacité ou la carte des capacités dit, voici les moteurs et compétences dont nous disposons pour faire ce voyage. Dans cet exemple-là de acquérir un prêt, voilà les étapes pour pouvoir avoir un prêt ou acquérir un prêt ou assurer l'acquisition de prêt. Et là, voilà les flux, les capacités qui nous permettent d'avoir de la valeur, des éléments de valeur à chaque étape de ce flux-là. Par rapport à ce qu'on peut tirer d'un tel schéma,
la valeur pour les parties prenantes peut être mise à profit pour orienter la priorisation, les investissements et les améliorations. En d'autres termes, si j'ai ici, par exemple, des lacunes sur les deux étapes, valider la demande ou approuver le prêt, c'est que forcément, la lacune provient d'une des capacités qui sont en bas. Donc là, avec ce lien-là, et quand on ouvre ce Customer Eligibility, par exemple, et on voit les processus qui sont derrière, on peut mettre le point sur le processus où ça va moins bon ou ça va mal pour pouvoir remonter sur des ajustements sur la capacité ou sur sa définition ou sur son périmètre et agir sur le flux de valeur qu'on estime être fluide. Là, c'est un des éléments qu'on pourrait tirer d'un tel schéma dans lequel on trouve le cross-mapping ou je n'ai pas trouvé un autre mot, le mariage entre deux concepts pour modéliser un flux de valeur. Là, j'avance. Donc là, en quelques lignes, c'est quoi l'importance stratégique des cartographies? Donc ces cartographies, comme j'ai dit tout à l'heure, à un certain moment, c'est un moyen d'aide à la décision qui nous permettent de mener de décider par rapport à des priorisations, de voir à travers des heatmaps ou cartographie thermique ou carte thermique, de voir là où ça va mieux, ou là où on a besoin de plus d'efforts, là où on a besoin de mener ou d'initier un projet, etc. Donc, ces cartographies sont des outils de pilotage et d'aide à la décision. On va voir tout à l'heure un exemple de heatmap. Ces cartographies permettent une vision commune et partagée de l'organisation. C'est plusieurs facettes de la même organisation. Je vois quand je vois les capacités, quand je vois les flux de valeur, quand je vois l'organisation, quand je vois les initiatives, quand je vois l'information, c'est des facettes. Tout à l'heure, on avait vu les 10 domaines. On pourrait les appeler 10 facettes de l'architecture d'affaires. C'est ce qui nous permettrait d'avoir une vision globale et commune, mais de points de vue différents. Euh, les cartographies, notamment des flux de valeur et des capacités, nous aident à identifier les points forts et les lacunes à travers une carte thermique. On va voir un exemple tout à l'heure. Les cartographies facilitent la communication, la collaboration et l'engagement des parties prenantes autour des initiatives de changement et de création de valeur. Et en dernier lieu, en matérialisant visuellement les contributions de chaque acteur au flux de valeur, ces cartographies fédèrent les équipes autour d'objectifs communs de création de valeur. Là, toujours par rapport à l'utilité. Donc là, on voit la capacité au milieu, les liens entre la cartographie des capacités d'affaires et le flux de valeur et cartographie organisationnelle ou organigramme. Les relations entre ces différents aspects nous permettent d'accéder aux causes racines d'un problème et de déterminer une solution pour le résoudre. Par exemple, si deux unités d'affaires de secteurs différents utilisent les services d'un même fournisseur de traduction, à titre d'exemple, et que le boulot identifié mène vers ce fournisseur, c'est que, évidemment, euh, il est facile de voir que les relations avec ce fournisseur sont inefficaces et coûtent cher à l'organisation. Ça, c'est un exemple de l'utilité de cartographier chaque concept et de faire les liens pour pouvoir tirer des conclusions. Donc là, on a la fameuse carte thermique dans laquelle on peut identifier selon certains critères ou indicateurs de performance la partie ou l'étape du flux dans laquelle on a des problématiques qui ne fonctionnent pas comme attendu, qui fonctionnent bien, etc. Et on pourrait, une fois qu'on aurait fait cela par rapport à tous les flux de valeur de l'entreprise ou de l'organisme, pourrait prioriser celles qui sont moins bonnes pour rendre notre flux de valeur au sein de l'entreprise plus fluide. C'est juste la suite.
Là, un autre, c'est le dernier diapositive, un autre exemple de cartographie des capacités, gouvernance, mission, soutien. On trouve les trois types. Et là, c'est un mapping entre les services d'un organisme par rapport aux capacités de cet organisme-là. Les chiffres là, ils sont à titre, euh, disons, pédagogique. Ce pas des chiffres réels, même si je n'ai pas cité l'organisme. Et là, on pourrait sortir avec des conclusions que les services, là, par exemple, sur la partie sécurité ou transformation numérique, par exemple, on a un service. Sur la partie intelligence d'affaires, on a un service. Sur la partie infratechnologique, on a 11 services. Sur la partie télécom, on a 16 services. Sur la partie gouvernance stratégique, on n'a pas de service. Donc, on peut, avec ces types de cartographie, de capacités mappées au service, sortir les capacités sur lesquelles on a moins de services ou on a un goulot par rapport aux services qui sont fournis. Ça, c'est issu d'un contexte réel, mais les chiffres ne sont pas véridiques pour des raisons de confidentialité. Cela fait mon dernier diapositif. Merci beaucoup pour votre écoute. On peut procéder peut-être, si vous voulez bien, une question de commentaires ou une session de commentaires ou de questions. Merci, Mohamed, pour cette présentation. On va passer à la session questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou lever la main simplement. OK. Donc, Dina a une question. En tant qu'architecte, Pardon? oui, Pardon? tu m'entends, Mohamed? Oui, ça va, oui. OK. Nordine a une question. Il a dit, en tant qu'architecte technologie, comment puis-je appliquer ces cartographies de flux de valeurs dans le domaine de l'architecture technologique ou est-ce applicable uniquement au domaine des affaires? En fait, les notions, il y a deux parties dans ma réponse par rapport à cette question que je trouve très intéressante dans le sens où on veut généraliser. Parce que là, ces notions-là, ils sont données par le domaine dans le domaine de l'architecture d'affaires. Comme on a dit tout à l'heure, il y a le domaine des flux de valeur et des capacités. C'est, c'est des concepts qui sont intrinsèques au domaine de l'affaire. Et la question de Noureddin, c'est comment on pourrait bénéficier de cette pratique-là dans la partie technologique. Déjà, la première partie de ma réponse, c'est que ces cartographies côté affaires, ils sont mappés, ils sont cross-mappés, je n'ai pas la bonne traduction du mot, par rapport à toutes les couches de l'architecture. C'est ce qui nous permet de voir d'un point de vue plus large tous les domaines ou tous les éléments au sein de l'entreprise. Mais côté, par exemple, tout à l'heure, on a vu dans l'exemple comment on mappe les capacités avec les services. Mais on pourrait mapper les services avec les composants technologiques, les serveurs ou les machines les éléments de la couche technologique pour faire le lien. La réponse à la question on aurait dit, c'est que si on arrive à faire cela, on assure ce qu'on appelle l'alignement stratégique entre le TI et les affaires. Mais moi je ne suis pas expert technologique, mais on a besoin de faire le mapping, on a besoin de faire cela pour pouvoir mettre en évidence qu'on est dans notre entreprise, on assure un alignement stratégique entre les TI, notamment la partie technologique, et les affaires. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à ta question, Noureddin? Oui, merci Mohamed. Donc merci pour la réponse. Là, est-ce que il faut voir, il faut faire cette relation en premier avec l'architecte d'affaires, entre l'architecte d'affaires ou bien et les services technologiques, ou bien juste poser, ou bien poser les questions, bon, les bonnes questions. Bon, par exemple, dans le socle technologique, c'est quelle infrastructure qui en fait freine par exemple
la valeur ajoutée Ouais, d'un je service métier, par comprends. exemple. Oui. Je comprends. Effectivement, là, effectivement, tu parles d'alignement stratégique et ça, c'est dans le rôle de l'architecte d'entreprise. Et pour en dire un mot, l'architecte ou le conseiller en architecture d'entreprise, c'est pas quelqu'un qui travaille à lui seul. Il devrait être toujours entouré par chaque personne des quatre couches de tout à l'heure, affaires, données, technologie et applicative. Et dans l'exercice de l'architecture d'entreprise, c'est là où il va pouvoir demander à l'architecte technologique une cartographie des serveurs ou des machines qui sont là et leur nature, est-ce qu'on est dans le cloud, est-ce qu'on peut mettre toutes les informations du point de vue technologique et il va demander les cartographies de la partie à faire et c'est à lui d'arrimer tout ça pour faire ce mapping-là, pour assurer le but ultime, si on veut résumer le rôle de l'architecture d'entreprise en deux mots, assurer une transformation efficace et assurer l'alignement stratégique TI et business affaires. Il y a une autre question, Mohamed. Quelles capacités sont critiques pour accélérer la transformation? Quelle capacité, pardon? Quelles capacités sont critiques pour accélérer la transformation? Ouais. Bon, très bonne question là. Euh, Moi, je vais essayer de répondre par l'utilité des capacités. On a dit que la capacité, c'est une aptitude. Je vais juste dire un mot sur la capacité. Je reviens à la réponse de la question que je trouve très pertinente. Là, par exemple, j'ai une capacité à soulever des poids. Par exemple, on sort du TI, mais juste pour analyser l'affaire. Et si mon client ou celui avec qui je travaille, quel que soit le domaine, ne me demande pas de soulever des poids, il ne va pas bénéficier de cette capacité-là. D'accord? Donc là, si je veux parler des capacités qui sont critiques, la réponse est, ça dépend de la nature dans mon métier. Parce qu'une activité, par exemple, j'ai donné l'exemple de cette capacité de soulever le poids, mais si je travaille chez, je ne sais pas, dans un autre domaine où il y a besoin nécessaire de soulever des poids, ça va devenir une capacité très importante. Donc là, juste, je ne sais pas, est-ce que ma manière de banaliser est réussie, mais je suis en train de dire, pour répondre en bref et précis, c'est que ça dépend de la nature et de l'affaire, du business sur lequel je suis. Je ne peux pas déclarer une capacité, par exemple, une capacité de soutien, parce que si on se base sur le Facebook, on cartographie des capacités qualifiées de gouvernance, d'autres de mission et d'autres de soutien. Je pourrais dire les capacités qui sont dans l'ordre de soutien, c'est ce qui est important. Mais s'il y a un problème, la mission est importante. Mais s'il y a un problème, les capacités de soutien deviennent critiques. Donc, ça dépend du métier. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je n'ai pas retenu le nom de la personne qui a posé. Oui, qui a posé la question, elle a dit que c'est compris. Merci à vous. Une autre question de Mélissa. Quel est le concept qui permet de lier l'architecture d'affaires, l'architecture applicative et technologique? Le concept, en fait, c'est, encore une fois, je reviens sur l'alignement stratégique, et ça, c'est le rôle de l'architecture d'entreprise. C'est ça, en fait, qui permet de faire cela. Il n'y a pas un concept ou un domaine précis pour faire ça, mais des fois, et souvent, surtout, depuis tout à l'heure, quand je parlais de l'architecture d'entreprise, je parlais de quatre domaines. Je parlais de affaires, données et applicatifs et technologiques. Mais il y a deux autres volets qui ne sont pas considérés comme domaines, mais qui sont toujours là dans la pratique de l'architecture d'entreprise, qui est le volet intégration et le volet sécurité. Donc là, si je veux répondre à la question, c'est qu'il y a le volet intégration qui peut assurer cette partie-là. Et c'est un volet dans lequel
on a besoin d'un architecte, d'ailleurs on l'appelle architecte d'intégration, qui a une certaine connaissance large par rapport à l'intégration des solutions entre eux, tout ce qui est API, tout ce qui est plateforme, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai un doute sur ma réponse parce que je n'étais pas sûr d'avoir saisi la question. Est-ce que c'est bon, Mélissa? Oui, ben en fait, je me questionnais à savoir s'il y avait tu sais, exemple, les capacités, si c'était le meilleur concept pour permettre justement d'attacher autant le volet affaires que le volet TI, etc. Tu sais, je me demandais s'il y avait un concept qui permettait, là, en fait, aux trois ou quatre volets d'architecture de bien se comprendre puis de pouvoir s'attacher, dans le fond, facilement. Donc, il y a la pratique sur les concepts. Je parle toujours du point de vue architecture d'affaires. Il y a ce qu'on appelle le cross-mapping sur lequel on peut prendre n'importe quel domaine, capacité, cross-mapping avec les services, cross-mapping la couche technologique. Et c'est ça qui pourrait faire le lien et qui pourrait assurer, encore une fois, l'alignement stratégique. Je pense que j'avais saisi la question. D'accord. Bon, c'est ça ma réponse. J'espère ne pas me tromper tout de même. Oui, il y a une autre question, Mohamed, de la part de Boshra. Dans le domaine bancaire, l'architecte d'affaires conçoit-il les capacités de l'ensemble de l'entreprise ou se spécialise-t-il par secteur d'activité? Tu peux répéter s'il te plaît la question? Oui, S'il te dans le plaît. domaine bancaire, Oui. l'architecte d'affaires, est-ce qu'il conçoit les capacités de l'ensemble de l'entreprise ou il se spécialise par secteur d'activité? J'ai jamais travaillé sur le domaine bancaire, mais ce que je sais, c'est que la pratique de conseil en architecture d'affaires doit suivre le modèle. Tout à l'heure, je vais revenir sur je vais revenir sur un schéma de tout à l'heure. Est-ce que je partage toujours? Sinon, je repartagerai. On voit bien ton partage, Mohamed. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Donc là, le contexte global de la pratique de l'architecture d'affaires, on part d'un modèle d'affaires. Si le modèle d'affaires fait la séparation des activités, on va a fortiori, on va se trouver dans les flux de cette activité ou de ce secteur, on va se trouver dans les capacités de ce secteur. C'est le modèle qui dirige la pratique. Et c'est pas un choix c'est pas un choix du conseiller qui atterrit dans le domaine bancaire ou tout autre domaine. C'est comment les activités sont définies. C'est le modèle d'affaires qui répond. Si ce modèle d'affaires il est global, il inclut toutes les activités, il va se retrouver dans toutes les activités ou les secteurs d'activité. S'il est séparé, il va être obligé de faire le travail ainsi. ok. Merci, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, moi, j'ai une question, Mohamed. Oui, Sloa, bienvenue. Oui, sur le plan pratique, euh, quelle est la différence entre capacité d'affaires et service d'affaires? Oh, quelle question. Très bonne question. Parce que dans la vie pratique, et dernièrement, ça fait plus qu'une année que je travaille sur un projet de cartographie d'un organisme public, des capacités, de valeurs et autres. Et c'est une question qui s'est imposée, et même une autre qui va avec. Qu'est-ce qu'on définit comme service? Est-ce que les services internes? Est-ce que c'est externe? Donc là, et d'où d'ailleurs la cartographie de tout à l'heure, dans laquelle cross-mapping, on fait bien la séparation. On fait bien la séparation des deux concepts. On fait bien la distinction entre les services internes et les services externes. Et on essaie que le travail, d'ailleurs, la tactique de celui qui lead, c'est pas moi qui ai le lead, mais je suis un acteur principal dans le projet, dans le travail, dans une équipe. Donc, c'est qu'on sépare la conception et la partie service avec tous ces types services internes et externes. On ne sait pas, on travaille, on donne à une équipe, on donne à une autre équipe
de sortir la capacité, les capacités ou la cartographie des capacités, et on fait un mapping comme pour deux concepts qui sont différents. Et avant tout, il faut mener un travail de définition assez pointu pour qu'on puisse dessiner les, les- la séparation entre les deux. Et cette définition doit faire, c'est une étape non négligeable qui va avoir l'air de, on est en train de philosopher, de faire des définitions, mais ça devrait être fait, ça doit faire l'objet d'un consensus pour qu'on se dise, ah, tous en même temps, ça c'est un service, ça c'est une capacité. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, et j'oserais dire, on peut se tromper tous, mais l'essentiel, c'est de voir la même compréhension des objets et des concepts pour mener à terme le projet. Et si jamais on s'en trompe tous, et on s'aperçoit qu'on a juste ensemble et on a un résultat final sur lequel ce mapping qui est très très important parce qu'une entité, il est vu à travers ses services et non pas à travers ses capacités. Mon client, quelque part, il n'a pas d'intérêt à savoir comment j'organise mes capacités, mais il est intéressé plus par les services que je fournis. Donc, cette séparation en interne est très importante pour réussir un tel projet. Je ne sais pas ce que j'étais clair dans ma... Mais Oui, ta question est très, très intéressante parce que c'est un truc oui. réel sur lequel on a investi beaucoup de Des temps. confusions aussi. Ça Pardon? dépend. Oui. Elle porte des confusions parce que ça dépend de quel côté on prend la définition des choses. Exact, exact, Oui. tout à fait. Merci, Mohamed. Je pense qu'on est arrivé à la fin de notre conférence. Merci. Ah, il y a une autre question, je pense. Oui. Romain, il a une question. Est-ce que les capacités d'affaires slash flux de valeur doivent être partagées avec les exécutifs, entre parenthèses le management, ou doivent-elles rester des outils utilisés par les architectes d'affaires? Par exemple, le concept de capacité d'affaires peut être mal compris par les exécutifs qui fonctionnent plus par équipe et système. Oui, très bonne question. Pourquoi une très bonne question? Parce que il y a comme un défi dans le sens où je vais ramener, par exemple, dans un organisme, je pourrais avoir une centaine d'unités d'affaires ou 200, ça dépend de la grandeur. Je peux avoir 200, 300, 400 capacités. Je peux avoir, je sais pas, une vingtaine de flux de valeur. Et donc, c'est beaucoup d'infos. Et comme on dit beaucoup d'infos, tu l'info. Si j'arrive avec le résultat de mon travail de cartographie, etc., à un exécutif, je risque de faire griller mon projet. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je dois ramener à cet exécutif? Et donc, je pense parce que la réponse à la question, elle est dans la question, qui est très pertinente, c'est que je dois ramener les résultats et les conclusions. Par exemple, le heatmap par rapport à l'état des lieux, là où on a besoin de faire de l'effort, là où on a besoin de faire des investissements, là où on manque de services par rapport à des capacités. Je recommanderais, selon ma petite expérience, c'est de ne pas partager ces aspects-là, de cartographie, c'est plus les résultats, toutes les conclusions qu'on peut tirer, c'est ça ce qui est intéressant pour l'exécutif. Est-ce que c'est bon, Romain? Oui, c'est bon. Marielle a posé la question que veut dire STN? Transformation Oui, numérique, c'est ça? exactement, oui. AEG, architecture d'entreprise gouvernementale, c'est des aspects plus liés à des organismes publics ici au Québec. C'est le plan de stratégie numérique. Est-ce que vous J'aurais avez dû d'autres mettre questions? une légende. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore 10 minutes. Donc, pas d'autres questions, Mohamed. Merci pour cette conférence. Merci à tous nos présents aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour être à l'affût de nos actualités.
et à la prochaine conférence. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous. Merci pour la question et la présence. Merci. 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 Bye bye, bonne soirée. Bye.